Moi, aujourd'hui, en fait, je voulais vous faire part c'est un projet de recherche qui est à mi-chemin. Et puis, moi, comme vous l'entendez, je suis d'origine allemande, mais je n'ai jamais vraiment trop travaillé sur l'Allemagne en tant que telle. C'est peut-être une reconnexion nostalgique 30 ans après la chute du mur, je ne sais pas. Donc, il faudrait que j'aille plus profondément dans ma propre psychanalyse. Mais nostalgie aussi au sens espace-temps, c'est-à-dire vraiment le mal du pays que j'ai jamais vraiment eu pour l'Allemagne, mais que j'ai peut-être un peu plus en vieillissant, parce que les parents sont loin. Bon, je vais pas trop parler des choses perso, mais bon, nos recherches sont toujours connectées à nos vies quand même. Donc, j'ai intitulé aujourd'hui la présentation #Ostalgie, point d'exclamation, interrogation, la place du rétro et du vintage dans les communautés en ligne destinées à l'ancienne République démocratique allemande. Et je vais être court sur ça, mais juste pour vous dire un peu le comment et pourquoi de cette recherche. Donc, c'est une recherche qui est actuellement financée par le relève professoral du FRQC. Et je travaille en collaboration avec Maria Silina, qui est professeure associée et postdoctorante à l'UQAM, qui est historienne de l'art, mais qui est d'origine russe, puis qui travaille aussi un peu sur la post-soviet nostalgia. Donc, on a beaucoup de choses à échanger. Et puis, une étudiante au bac, Diandra Schattler, mais qui apprend l'allemand, donc qui aussi aide beaucoup au projet. Voilà. Donc, l'idée, c'était en fait de partir. La nostalgie, comme je l'ai marqué là, désigne la nostalgie de l'Est, un regret doux et amer de l'ancienne République démocratique allemande, sa politique de ses produits culturels et industriels. Donc, c'est vraiment très, très court. Peut-être tout à l'heure, dans la discussion, je pourrais revenir si vous avez des questions plus spécifiques. C'est vraiment une notion qui s'est créée très peu après la chute du mur de Berlin. Et peut-être vous allez en entendre parler passablement pendant ces jours-ci. Demain, on célèbre donc le 30e anniversaire. Voilà, donc un peu d'agenda setting en quelque sorte. Et puis, d'où venait donc le projet? J'ai observé en fait que les recherches sur la nostalgie sont arrêtées passablement au début des années, plutôt fin des années 2000, autour de 2010, qu'il y avait beaucoup sur le cinéma. On se souvient de Goodbye Lénine, La vie des autres, etc. Passablement de recherches aussi en sciences politiques, mais très peu sur les communautés en ligne. Et puis, je me suis donc interrogée, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que les gens qui ont vécu en extérieur, est-ce que ces personnes-là sont actives en ligne? Voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter un peu la méthodologie et puis vous présenter, partager beaucoup d'images et de pré-résultats avec vous aussi. Donc, en gros, la condition un peu préalable, c'est qu'on on s'intéresse aux nostalgies qui sont clairement exprimées. On ne peut pas chaque fois dire les personnes sont nostalgiques. Pareil, Netflix, qui est des productions très, très nostalgiques, on ne peut pas partir du principe que tout le monde qui va regarder ou consommer Netflix va être nostalgique forcément de ses productions ou que ça va forcément déclencher une nostalgie. Donc, on voulait tout de suite aller plutôt dans les groupes sur Facebook ou le hashtag nostalgie sur Twitter et Instagram, où en fait, il y a quelque chose d'assumé. Hein, donc, un usage exprimé, très clairement explicite. On s'intéresse donc à 10 groupes sur Facebook, entre autres aussi au Twitter, Instagram, donc avec le hashtag Nostalgie. C'est le même mot en allemand et français, c'est assez pratique. De toute façon, en français, on ne l'utilise pas autant que ça. Nostalgisch, c'est l'adjectif allemand. Et puis Nostalgia aussi, parce que ça vient beaucoup aussi, même dans le monde anglophone. Et puis, on a rajouté un peu aussi les mots russes, là, mais je ne parlerai pas forcément trop de ça aujourd'hui. On a fait une première semaine d'observation du 5 au 16 novembre 2018 et aussi des petites semaines aléatoirement. Donc, on s'intéresse aussi, est-ce que sur l'agenda politique, donc les commémorations officielles, est-ce que ça crée en fait des réactions en ligne ou pas? Et puis, on a 2 semaines d'observation en cours actuellement, et puis à venir aussi au printemps 2020 et à nouveau en 2020. Et puis aussi, moi, je ne suis pas du tout sociologue à la base. Je suis plutôt en sciences de la culture, Kulturwissenschaft allemande, médias, etc., avec des approches plutôt sémiotiques. Mais là, je me dis, si on parle du rétro, de nostalgie, vintage, je veux savoir ce que font les gens aussi. Donc, autrement d'être en ligne. Donc, c'est vraiment ce rapport qui est très artificiel, analogique, numérique, mais de voir quels sont en fait les croisements peuvent y avoir entre les deux. Pour l'instant, on a réalisé donc 5 entrevues cet été, donc avec un administrateur du groupe DDR Réclame, ça réclame veut dire publicité, et aussi dans le cadre de l'école d'été à Berlin, que j'ai eu le plaisir de co-diriger cet été à Berlin. Et prévu sont à peu près 15 entrevues avec des personnes qui sont soit très actives dans ces réseaux sociaux en ligne, ou qui consomment, mais qui ne vont pas forcément publiciser. Et ce n'est pas si évident que ça d'entrer en contact finalement. Donc, c'est du point de vue méthodologique pas si évident.
Là aussi, vous voyez tout à droite, je vous avais mis une capture d'écran, DDR, Erinnerung und Nostalgie. Ça veut dire en gros les souvenirs de l'ex-RDA et nostalgie. C'était le plus grand groupe en fait, mais qui maintenant est archivé. Donc, ils sont arrêtés. Je ne sais pas pourquoi. L'administrateur ne répond pas à mes messages. Là, évidemment, on a beaucoup de mal à extraire les données sur Facebook. Donc, on va essayer de sauvegarder le plus possible de ce groupe-là, mais on ne peut même plus l'observer. C'était notre terrain principal pour cette année. Enfin, donc, parfois, ça joue des détours ainsi. Ok, donc je vais peut-être malgré tout essayer très rapidement. J'avais essayé de le faire dans un article il y a quelques années de faire la différence entre rétro et vintage. Je voudrais juste le faire par rapport aussi à la présentation aujourd'hui. Très simplement parce qu'il y a une très grande différence entre les objets rétro, faux vintage ou vintage par rapport aux communautés nostalgiques en ligne. Et puis, on voit que la confusion, même entre nous, je pense que moi, je l'ai faite avant aussi, avant de m'intéresser à ces problématiques-là. On ne peut pas maîtriser chaque fois toutes les définitions, puis on sait très bien que les définitions évoluent aussi. Mais la notion de rétro vintage venait beaucoup, évidemment, dans les fashion studies ou les personnes qui ont travaillé sur la mode. C'est sûr que Heike Jens qui avait défini le rétro ainsi. Retro implies the construction of past images and historical looks which can be achieved with original objects as well as with new ones that look historic. It uses the potential of dress as cultural signal of time and an important component of cultural memory, historic consciousness and imagery. Intéressant. Il y a en fait après Venstra et Coopers dans It's Not Old Fashion, It is Vintage, qui en fait reprennent exactement la même définition, mais en disant Jens defines vintage as a construction of. Donc, vous voyez, le mot de rétro-vintage est complètement utilisé de façon équivoque. Voilà. Mais je pense que peut-être un travail majeur, sans trop être non plus dans les aspects théoriques, mais important, c'est le travail de Gaffey, The Culture of Revival, de 2006. Elle explique que la notion du rétro apparaît au début des années 60 en reprenant des visions passées du futur qui ne se sont pas réalisées. Donc, surtout aussi en architecture d'ailleurs. Et elle pointe également le détachement sentimental entre les consommateurs et le phénomène. Donc, la nostalgie n'est pas forcément à l'origine ou la conséquence. Et peut-être sur cet aspect-là, j'avais essayé en fait, donc dans un article, et je me critiquerai aujourd'hui, mais qui s'appelle A Theoretical Approach to Vintage from Analogy to Media, de retracer un peu aussi l'histoire du vintage. Puis ma conclusion de ça, c'était que le vintage est la rencontre d'une technologie, d'une pratique, d'une pensée innovatrice ou pionnière, se distinguant entre un avant et un après, en raison de ses qualités narratives, esthétiques ou technologiques, mais aussi du fait de son succès économique. Et peut-être, je pense que vous le savez peut-être, mais l'origine du mot vintage, c'est vendange en français, était vraiment liée en fait à la récolte du vin et désignait en fait tout simplement quelque chose du temps présent. C'était pas du tout lié à la nostalgie ou au passé, et ça s'est fait principalement au début en fait du XXe siècle, mais aussi après les guerres. Hein. Donc, en gros, quand le mot rétro aussi est devenu très important. Donc, je suis très courte là-dessus, mais parce que je veux vraiment vous présenter, en fait, vraiment des premiers résultats en lien avec la nostalgie. Donc, quand on tape sur les moteurs de recherche que l'on connaît, rétro vintage objet de la XRDA, là, j'ai juste tapé vintage, mais il y a beaucoup de rétro qui sort et vice-versa, donc c'était juste pour vous montrer. Donc là, où, évidemment, la confusion en marketing, elle est très clairement présente aussi. En revanche, par rapport au projet, c'est très important parce que, évidemment, qu'il y a une marchandisation des objets du passé. D'un point de vue de l'RDA, si vous êtes allé à Berlin, vous avez dû voir ça. Voilà, il y a beaucoup de produits de faux vintage qui, en fait, produisent, c'est pareil dans d'autres pays ex-communistes, mais aussi des projets, des objets qui sont véritablement vintage. Hein, donc qui sont à la vente aux puces, etc. Et puis le fake vintage aussi. Puis j'avais essayé ici peut-être aussi mettre à discussion, à voir, j'ai essayé de mettre un peu en composition, ou pas opposition, parce qu'il y a des chevauchements bien sûr entre rétro et vintage. Et peut-être le plus important pour le rétro, c'est que c'est une reprise des visions passées du futur qui ne se sont pas réalisées. Donc j'ai repris l'agafet. Et puis pour le vintage, plutôt une quête de la qualité qui perdure. Donc, devenir vintage a besoin de temps. Antiquité film, donc c'est le temps qui passe en fait. On trouve les traces matérielles aussi sur les objets. Et c'est ça aussi qui peut créer un affect spécifique. Mais pas forcément. Donc, pour le rétro, l'appréciation n'est pas forcément liée à la qualité de l'objet ou de la technologie, mais à l'effet du passé.
Et puis pour le vintage, c'est vraiment l'appréciation se refaire d'abord une production de qualité, de fonctionnalité, d'esthétique. On découle dans l'idéal, mais plutôt par la suite, hein. C'est vraiment ça qu'un produit vintage, c'est d'abord ce qui intéresse, c'est la qualité, le fonctionnement. Et puis la nostalgie qui peut s'exprimer, c'est aussi par rapport aux pratiques qu'on a avec ces objets-là. Donc c'est pas uniquement évidemment l'esthétique. Et puis, il y a aussi la notion de pastness qui, pour le rétro, est souvent artificielle. Donc, la détérioration du produit avec le temps est produite exprès. On connaît ça des jeans vintage, évidemment, de la mode. Mais pour le vintage, le pastness, qui est plutôt non artificiel, donc la détérioration du produit avec le temps, se fait tout seul, en fait, avec de la réaction chimique. Voilà. En revanche, un produit rétro peut devenir vintage s'il perdure dans le temps. Voilà, juste que ce n'est pas en opposition totale. Et la question du vintage se complique si l'imitation du passé est à l'origine du produit du passé. Donc, quand un objet initialement rétro devient vintage. On peut penser aussi au fameux scoiomorph en architecture ou autre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici par rapport donc, à l'ex-RDA? Donc, je vous présente ça tout de suite. De la poubelle à l'artefact, je l'ai intitulé, parce qu'après la chute du mur, les objets ne valait plus rien. Donc, en ex-RDA, en fait, l'acquisition d'un objet venait bien sûr par la consommation, mais pas comme dans un système capitaliste. C'était principalement, en fait, comme une valeur sociale, une acquisition qui se faisait par le travail et, en fait, une contribution à la société. Si cet aspect-là vous intéresse, il y a Ekaterina Kalinina, qui a travaillé sur la post-soviet nostalgia, donc par rapport à la Russie, où on retrouve un peu ces mêmes éléments-là. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont tout simplement jeté leurs objets après la chute du mur, mais tout de suite, les collectionneurs se sont mis dessus parce qu'ils ont dit, bon, peut-être, il ne faut pas tout perdre non plus. Et puis, dans le DDR Museum, ici, on voit en fait un mélange d'objets rétro. Il y a des objets, des vrais vintage et aussi des fake vintage. Donc, on passe vraiment une commercialisation, marchandisation, fétichisation des anciens produits de la RDA ici. Et c'est aussi un changement de la valeur symbolique de l'objet. Donc, ici, vous voyez l'Ampelmännchen, c'était en fait le style signalétique de l'ex-RDA pour les feux de circulation. Puis ici, on est allé avec les étudiants justement au DDR Museum cet été. Ça, c'était un témoin de l'époque qui nous a quand même évidemment mis en garde. Tout n'était pas beau en RDA parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans ce musée et puis qui trouvent ça a l'air vraiment sympathique, c'est vintage justement. Donc, évidemment ça cache un peu, quand on s'y promène, ça cache vraiment le problématique évidemment lié qu'il y avait, la surveillance, etc. Et ce témoin justement nous racontait un peu, surtout aux étudiants, comment ça s'est passé. Puis vous voyez là, il y a une reproduction en fait d'un salon, à quoi ça ressemblait un ex-RDA. Et puis il avait une étudiante justement québécoise qui dit ça ressemblait chez moi, chez mes grands-parents aussi dans les années 70, 100 ans. Mais ce qu'on trouve par exemple sur le hashtag Ostalgie Instagram, et là on est vraiment sur un chantier assez intéressant, c'est principalement les vrais objets vintage et c'est, voilà, comme vous pouvez le voir, les motocycles, les bus, les voitures. Et puis ce qu'on retrouve dans les commentaires, c'est la recherche de l'authenticité des bruits, des moteurs, puis ils essaient vraiment de maintenir ça et c'est surtout les jeunes. Et puis, ce qu'on peut voir, aussi des interviews qu'on a pu faire, je vais vous montrer 2-3 tout à l'heure. Je vois que le temps passe, je suis très passionnée par ça actuellement. Comme vous pouvez voir, c'est une reconnexion au passé des parents. Et parce que moi aussi, j'étais très petite quand le mur est tombé, mais j'étais à l'extrémité de l'ouest, à l'extrémité de l'est de l'ouest, donc très proche de la frontière. Et là, on trouve vraiment ça. Donc là, l'été prochain, c'est prévu d'interviewer ces personnes dans ces communautés-là davantage. Puis, je vous ai amené quand même des puces, des magazines de l'ex-RDA, parce que moi, je ne comprends rien de ces machines, on s'entend. Donc, là-dedans, il y a énormément de choses sur la combinaison, en fait, de les moteurs, etc. Vintage, d'ailleurs. Le mot vintage vient beaucoup, d'ailleurs, de l'invention automobile. Puis là, vous voyez des choses, évidemment, que les produits de l'ex-RDA s'exportaient beaucoup dans les pays socialistes africains. Donc, je vous fais tourner. Peut-être ça vous fait découvrir des choses. Puis l'autre, peut-être là-bas. Donc, ça, c'est le Simpson. C'est ce qui revient le plus souvent dans les hashtags. Vous pouvez faire circuler. Voilà. Donc, il y a très, très peu de rétro, en fait, dans le hashtag Ostalgie. Hein. Donc, il y a, comme vous pouvez voir, 51 000 publications. Je ne sais pas encore si on va vraiment faire une recherche quantitative. Je ne suis pas forcément trop fan des big data, mais on va voir. Et puis aussi, évidemment, dans les communautés en ligne. Donc là, vous voyez Flohmarkt verkaufen. Normalement, au départ, on ne voulait pas aller dans les forums ou les groupes marchandisés. En revanche, vu que là, que notre réam principal est gelé,
On regarde quand même un peu et c'est intéressant, comme là je vous montre par exemple, il y avait quand même aussi des productions évidemment de technologies spécifiques de la RDA qui étaient aussi exportées. Puis là, les gens les vendent, c'est l'échange, etc. Et puis, ce qui revient pas simplement dans les commentaires, mais aussi dans les entrevues qu'on a pu mener, qui sont pas très représentatifs, mais ça donne quelques pistes. C'est d'abord un double désir, en fait, si on veut nostalgique ou pas, ça dépend, tout le monde ne se revendiquait pas nostalgique forcément. C'est d'abord, bien sûr, l'obsolescence, comme pour tout produit vintage. Donc ça, je pense que ça n'a rien forcément de différence fondamentale ici entre l'Est et l'Ouest, etc. Mais ce qui revient quand même passablement, c'est peut-être une double dimension, comme en ex-RDA. La nostalgie était surtout par rapport aux objets qu'on ne pouvait jamais avoir. Parce que c'était le désir des objets de l'Ouest, puis après, bon, il y a une grande déception, évidemment, voilà. Pas complètement, mais quand même. Donc, c'était toujours à l'horizon de l'attente de l'objet. Donc, si on voulait avoir une voiture, il fallait attendre longtemps. Et pourtant, en ex-RDA, c'était quand même le pays communiste le plus prospère du bloc soviétique. Donc, on ne peut pas oublier non plus. Mais quand même, donc là, finalement, la reconnexion, en fait, avec ces objets-là, n'a pas la même valeur sociale ou symbolique en quelque sorte. Donc, il y a comme une revalorisation de ces objets-là au prisme du passé parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas si valorisés que ça, ou pas de la même façon. Dans la même sorte, on les trouve bien sûr aux puces. Ici, j'ai aussi, comme tout le monde n'est pas forcément familier avec la géographie alémanique, ça c'est à la mer Baltique où je me rendue aussi cet été, plutôt pour des raisons de vacances, mais on n'arrête jamais trop de travailler. Donc vous voyez, c'est tout au nord de l'Allemagne, mais c'est l'ex-RDA, c'était un peu la Méditerranée pour les personnes qui vivent en ex-RDA, qui allaient en vacances. Puis évidemment, on trouve des objets qu'on peut acheter. Et puis, je vous les ai amenés aussi, les billes. Donc, si vous voulez regarder, peut-être pas les ouvrir, ça va. Sinon, un petit dilemme. Voilà. Et puis, je vais vous présenter pour les 4 minutes qui me restent, en fait, un peu des personnes qu'on a rencontrées, ce qu'ils nous disent de leur activité dans les communautés en ligne et quel est le rapport aux objets du passé. Donc, il y a ici Victoria Kuhn qui est active dans les groupes ostagiques, mais elle a juste 28 ans. Donc, elle est étudiante à Magdebourg, naissance à Havelberg après la chute du mur. Là, on s'était rendu avec les étudiants à Havelberg parce que je leur ai dit l'Allemagne de l'Est, de l'Ouest, c'est pas juste Berlin. Donc, on est allé en zone rurale très profonde. Et ils étaient très contents. Ils disaient ça ressemble à la série télévisée Dark. Donc, voilà. Et ce que Victoria Kuhn nous disait, c'est qu'ici à la campagne, on entend encore de la part des anciennes générations un mépris des gens de l'Ouest. Attention, il vient de l'autre bord. Ist von drüben. Dans les grandes villes, cela se mélange plus. Donc, j'ai rencontré aussi des personnes plus âgées, mais qui ne sont pas forcément actives dans les communautés en ligne et ne travaillent pas uniquement sur la ostalgie non plus. Et c'est intéressant, donc je vous laisse l'entendre en allemand. Ici, c'est l'entrevue, c'est Maria qui l'a faite, mais j'étais à côté. Donc, vous allez entendre parler Maria Silina ici. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Non, je vais y aller comme ça. Ah. Ça marche, c'est automatique. Bon, peut-être par espace de temps, c'est pas grave. Donc, j'ai mis à peu près à côté ce qu'elle disait. Elle dit oui, nous avons encore le Sandmännchen et des petits Platsch. C'était un peu les émissions pour enfants. Donc, il les garde en fait sur DVD ou regarde sur YouTube. Il joue avec ses pluches. Elle fait référence ici à son fils qui joue en fait avec les pluches et les jouets du grand-père de l'ex-RDA. Donc, il y a vraiment une reconnexion à travers des objets vintage ici. Mais aussi les films, les contes de fées de la DEFA. Voilà, donc il y a ici vraiment un lien aussi médiatique qui se crée à travers les générations. Et puis elle dit aussi, je fais parfois des recettes comme dans les groupes Facebook, les Jägerschnitzel, c'est l'escalope du chasseur, la traduction un peu étrange, avec une sauce tomate. Donc il y a des recettes aussi spécifiques, voilà, qui sont peut-être parfois pas si spécifiques RDA, parce que Marie m'a dit, en Russie on faisait ça aussi. Enfin, vous voyez qui a inventé la poutine, voilà, donc il y a ces questions-là. Très belle rencontre aussi avec Uwe Vogt, qui a 54 ans, qui avait 24 ans en 89. Il est né à Luckau, on va pas super bien, mais à chaque fois, c'était par rapport à Berlin. Là, vous voyez le petit point rouge, c'est à 1h30 de Berlin. Et qui était soldat professionnel, qui nous a raconté des choses passionnantes du passage d'un jour à l'autre. Il a dû changer l'uniforme. Donc, puis il travaille surtout dans, en fait, la surveillance et télécommunication, donc les radars. Donc, vous le voyez ici, il m'a envoyé ses photos et en haut, vous le voyez dans
dans son équipement de l'ex-RDA. Et là aussi, la prise de contact, c'est compliqué parce que dans les communautés en ligne, je tombe sur beaucoup de prononciations, d'expressions d'extrême droite aussi, populistes. Donc, quand on contacte les gens, où est-ce qu'on les rencontre? On ne peut pas vraiment tout de suite aller chez eux, évidemment. Puis, tu es d'ailleurs très, très déréservé au départ parce que moi, je viens de l'Ouest. Donc, il y a beaucoup de problèmes, comme je suis quelqu'un qui est né à l'Ouest. L'accès est plus difficile, donc ça passait mieux que ma collègue est d'origine russe. Puis là, donc il y a de ça aussi dans les entrevues que c'est assez intéressant. Mais lui, surtout, on demandait aussi à chacun de quels étaient un peu vos objets médiatiques du passé, en fait. Et là, il nous montre, en fait, sa petite radio, l'extrait que j'avais en allemand. Il parle, en fait, il n'y avait pas vraiment de confirmation, comment dire, les fêtes religieuses, là, confirmation, on dit. Puis qu'est-ce qu'on dit en français? Voilà. L'Église était plutôt refutée en ex-RDA, donc il y avait quelque chose qu'on appelait Jugendweihe. Je ne sais pas trop de traduction pour ça, mais c'est aussi le passage rituel à l'âge adulte. Et là, il raconte, j'ai reçu beaucoup d'argent. La première chose que je me suis acheté, c'est cette radio-là. Je crois qu'elle est encore sur le grenier, mais je te montre une photo à quoi ça ressemblait. Donc, il avait amené ça. Et là, je lui demandais s'il était ostagique. Et puis, en fait, non, pas vraiment de ça, mais c'est quand même un souvenir d'enfance. Là, normalement, ça devrait quand même avancer. Ici. Pareil, donc là, j'ai interviewé, mais à Cologne. Parfois, il faut se déplacer. C'est aussi toutes sortes d'affaires parce que les gens en ligne, ils disent qu'ils sont complètement ailleurs. Évidemment, le profil socio-professionnel, c'est pas toujours le même. Ici, donc, ça, c'est Mark Peterson, qui est l'initiateur de DDR Réclame, donc les publicités de l'ex-RDA. Qui, en fait, les parents avaient des contacts proches avec l'Ouest et aussi accès à certains produits via la Leipziger Messe. Donc, ils étaient plutôt une famille favorisée. Et puis, lui, donc, anime ce groupe-là, DDR Réclame. C'est très intéressant. Il s'est lancé là-dessus parce qu'un ami à lui qui vient de l'Ouest a dit « Ah, est-ce que vous avez de la publicité en RDA ?» De façon très naïve, il dit, mais bien évidemment. Puis là, ça s'est initié comme ça, en fait, ce projet. Et puis, il y a beaucoup d'interactions en ligne. Ils sont sur Twitter, Instagram et puis Facebook. Et puis, lui m'a donné accès aussi un peu aux statistiques parce que c'est difficile de savoir qui utilise, en fait, qui fait partie de ces groupes-là. Et c'est principalement des personnes entre 25 et 50 ans. Donc, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue de l'âge. Et lui, par exemple, vous voyez ici, je voulais vous montrer, ça c'est comme un pré-gif animé, mais c'est des publicités lumineuses qui avaient un ex-RDA. Ici, c'est vraiment les spécialités de Leipzig, les fruits et les conserves de légumes qui sont prêts à l'emploi et des soupes doublement concentrées. Voilà, c'est la traduction. Puis là, l'animation ne marche pas, là, mais vous imaginez que voilà, ça ici. Et puis là, peut-être aussi pour conclure, je vais aller un peu plus vite. Lui, il dit, j'ai plutôt une nostalgie de l'enfance. Je ne me souviens pas du manque des produits, mais mes parents, oui. En 2015, j'ai obtenu un poste de chargé de cours et je voulais une sacoche originelle. Sur Internet, il y a trop de choix et je me souvenais de ma sacoche du grenier, celle de mon enfance. Puis à l'époque, on pouvait choisir entre 3 couleurs seulement. Donc, elle était là avec sa sacoche. Mais il y en a trouve beaucoup de sacoches aussi dans les puces en ligne. Voilà. Il dit, le musée de la DDR, c'est vraiment hipster. Donc, c'est ce que je vous ai montré avant. Hashtag Ostagie, je suis joyeusement ostagique, mais j'utilise ce hashtag surtout parce que cela me permet de classer la publicité avec d'autres objets de la RDA. Cela fait un peu une archive et je suis un peu joyeusement ostagique des produits de la RDA, mais pas du système. Donc, on retrouve ça beaucoup. Et puis là, pareil, c'est Martin Berthaud qu'on a pu contacter via DDR Réclame. Donc, je vous laisse lire, mais je le fais court. Mais ce qui est intéressant aussi là, ce qu'il dit, je suis nostalgique, oui, mais sans idéaliser le passé. Je n'aime pas l'idée de la nostalgie. C'était pas mieux avant. Pourtant, j'achète le mousseux Rotkäppchen, qui était le mousseux de l'ex-RDA, au lieu du Mumsek, qui est celui de l'Ouest. Donc, je suis peut-être nostalgique en ce sens-là, mais j'ai le choix entre l'un ou l'autre. Donc, voilà. Donc, c'est assez intéressant aussi les rapports aux objets. Et puis, je vais conclure. Donc, je passe sur les statistiques avec, si vous voulez poursuivre le projet, ça me fait plaisir si vous voulez le suivre ou vous avez des questions après. On a fait un petit site web, ostagieucam.ca, et aussi avec les étudiants avec qui on est parti à Berlin cet été, les étudiants de l'UQAM. Il y a une exposition jusqu'à fin novembre encore. Berlin, je me souviens, Berlin, ich denk an dich, qui est à l'Institut Goethe, en fait. Et puis, c'est une petite exposition modeste, mais je suis très fière des étudiants. Ils ont vraiment fait un beau travail. Donc, si ça vous intéresse, ils ont fait des reportages photos, ils ont interviewé aussi des personnes sur place. Ils ont fait des films expérimentaux, écrit des nouvelles. Il y a une chanson aussi ostagique en ligne. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je m'arrête là. Désolée d'avoir dépassé. Voilà.
choses à dire. La communication a soulevé plein d'interrogations. Éventuellement, tu viendras avec nous puis départager sur cette table qu'est-ce qui est rétro, qu'est-ce qui est vintage, qu'est-ce qui est... parce que je m'y retrouve parfois même pas moi-même. Non, merci. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais voulu rebondir. Il y avait la question des générations, qui, je pense, est quand même fondamentale. Quand on parle de nostalgie, c'est tantôt des gens qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils ont vécue, ou tantôt d'une époque qu'ils n'ont pas vécue. C'est quelqu'un de 25 ans qui est intéressé par ces objets-là, se trouve à être dans une position, disons, nostalgique, paradoxale. Tout à fait, parce que c'est pas son enfance, c'est l'enfance de ses parents ou ses grands-parents. Est-ce qu'il y a dans ta recherche un partage qui est fait entre ces modalités générationnelles de la génération de la nostalgie? Alors, on est vraiment au début, comme la recherche, c'est des premières prises de résultats, mais ce qui est intéressant, c'est que les réseaux socio-numériques, en tout cas, deviennent une forme de déclencheur de liens qui se tissent entre les générations. Parce que, justement, Victoria Kuhn, elle disait, finalement, je trouve des choses en ligne qui me reviennent comme ça à l'esprit, dans ma mémoire, mes souvenirs sont travaillés. Je vais aller voir mon grand-père, puis qui me raconte des histoires, et après mon père, et finalement, on recrée du social à partir de ces archives en ligne. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ou ce que tu disais aussi en introduction ce matin. Quand même, grâce au web, il y a une possibilité d'accumulation du passé qui peut devenir visible ou être numérisé jusqu'à une certaine limite, évidemment, mais ça déclenche en fait quelque chose dans la vie plus réelle, je dis vraiment aussi très prudemment, mais ce retour en fait à l'échange autour de ça. Et puis, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est parmi les dernières phrases dans le film Goodbye Lenin, quand l'acteur principal dit, finalement, la RDA que j'ai créée pour ma mère, mais c'est cette RDA que j'aurais voulu avoir. Donc, il y a cette utopie inversée aussi. Ça revient beaucoup chez les jeunes qui sont peut-être aussi frustrés actuellement du système capitaliste en Allemagne, qui se réimaginent en fait une RDA qui de toute façon n'aura pas eu lieu. Donc, il y a aussi des utopies comme ça, politiques, qui reviennent passablement dans les interviews, mais aussi en ligne, dans vraiment je dirais un certain pourcentage aussi d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est assez intéressant, donc on est sur des pistes passionnantes. Et puis oui, tout à fait, la nostalgie de quelque chose qu'on n'a pas vécu, donc elle est imaginaire, mais on peut l'avoir toutes et tous. On va dire, j'aurais aimé vivre dans les années 70, pour telle raison, pour le rock'n'roll, etc. Il y a aussi beaucoup, bien sûr, d'idéalisations qui sont faites, mais ça permet en tout cas de tisser un lien assez intéressant, mais aussi par rapport au futur. Donc, c'est pour ça que je parlais de nostalgie créative tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'à la fois, il y a à la fois, comme tu dis, comme on t'a entendu dire, à la fois l'extrême droite et les hipsters qui forcément se souviennent parfois des mêmes choses, mais évidemment différemment pour des raisons différentes aussi. Donc, il y a quelque chose quand même, c'est un terrain très intéressant, très, très glissant aussi. Très glissant, mais pas parce que c'est glissant qu'il faut pas y aller, qu'il ne faut pas confronter les choses directement. Une des choses qui m'a un peu intéressé, c'est un aspect un peu marginal de ce que tu as présenté, mais j'aurais peut-être voulu que tu en parles un tout petit peu. C'est l'aspect, alors d'une part, que l'intérêt par rapport au passé, ce qu'on essaie de retrouver ou de recréer, c'est tantôt les sons. Donc, c'est oui la moto, mais c'est le son de la moto. Entre autres. Ce qui est à la fois à la fois concret et aussi intangible. Tout comme à la toute fin, tu parlais du mousseux. Il préfère quelque chose de très, très, vraiment au niveau gustatif. Tout à fait. C'est ça. Et que donc cet aspect sensoriel, oui, un côté tangible, c'est les objets, c'est la bouteille, mais quelque chose qui est très, très rattaché à une mémoire intime, un son, le goût, c'est des trucs proustiens, quoi. Mais que ça passe aussi par ce truc. Ça, c'est un truc que tu retrouves beaucoup. Est-ce que c'est un peu systématique? Et ça, c'est intéressant par rapport aussi au projet que vous avez, texture, c'est-à-dire quelque chose qu'on a aussi, pourquoi on écoute les vinyles, c'est aussi le son. Voilà, donc les pratiques qui sont liées aussi. Donc, ce qui est intéressant surtout, justement, avec les Simpsons, là, les magazines circulent. Ce qu'on peut observer, c'est vraiment cet attachement en disant, c'est vraiment une ruine qui voyage, qui est encore là. C'est comme si c'était un bout de la RDA qui a survécu et qui leur permet en fait de continuer en fait de le sauvegarder, mais pas par une nostalgie régressive forcément, mais vraiment dans l'état d'esprit. C'est ce qui nous reste aussi d'une histoire qu'on n'est pas autant que ça, c'est ça les jeunes, parce qu'ils étaient très très jeunes la plupart du temps, ou même juste nés après la chute du mur. Et il y a vraiment un rapport sensoriel par rapport aussi au dispositif médiatique en ce sens-là. Oui, tout à fait. Donc, on va creuser ça aussi davantage. Moi, j'aimerais bien l'été prochain parce qu'ils font un petit festival autour de ces
motocycles, là, la Simpson, etc. J'aimerais bien aller voir et les entendre davantage. Puis parce que en ligne, ça ne s'exprime pas en détail, évidemment, parce que c'est des hashtags et c'est aussi je sais pas, du rebooting en quelque sorte. C'est-à-dire que, non, c'est pas probablement pas le bon mot, mais l'idée de garder en fait le son vintage. Donc, c'est vraiment même pas une copie parce que c'est vraiment les vieilles machines qu'ils retrouvent quelque part et ça, c'est assez intéressant. Puis, ça rejoint beaucoup d'aspects de l'histoire des médias, les amateurs collectionneurs, comme on est toutes et tous à nos façons. Ouais. Et c'est là où on voit qu'une partie une partie de ce qui nous intéresse rejoint une tradition beaucoup plus ancienne, qui est celle, en effet, du bricoleur, du collectionneur, qui retape une vieille lampe à huile, qui retape par un intérêt pour le craftsmanship, l'artisanat, les choses bien faites. Que la fascination est aussi rattachée, pas juste à un souvenir, mais aussi une fascination pour l'objet qui, curieusement et paradoxalement, a survécu et on peut, en le tweakant un tout petit peu, à nouveau le faire fonctionner. Il y avait un fil là qui m'échappe. Attends un peu, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, la question de là où l'ostalgie me semble intéressante comme terrain de jeu, c'est que beaucoup de ce qui nous intéresse concerne la valeur. C'est-à-dire des objets qui avaient une valeur, alors symbolique ou financière. Et ce qui est vrai disons, du rétro ou du vintage, dans ce cas-là, dans la culture, dans les pays capitalistes, est encore plus vrai, presque, on dirait, dans l'ex-RDA, dans la mesure où la dévaluation a été encore plus brutale. Des objets qui n'avaient déjà relativement peu de valeur, on a eu encore moins. Et que du coup, du fait de la dévaluation, il y a eu sur le marché des tonnes d'objets qui ne valaient plus rien, ou presque rien, et qui, comme tu dis, ont été récupérés par les collectionneurs, qui du coup leur ont donné, quelques années après, mais je ne sais pas combien de temps après, une valeur. Est-ce que tu as pu, dans ce qui t'intéresse, un peu retracer la courbe de la valeur et de la dévaluation et de la valeur? Donc, après combien de temps les petites enseignes, un jeu de billes, ceci dit, ça vaut 3 €, mais le fait même qu'on puisse le vendre signale quelque chose qui change. Alors, je n'ai pas de chiffre vraiment sur 30 ans sur ça parce que la plupart des produits étaient tout simplement retirés. Donc, c'est quelque chose que vous allez entendre, je l'espère, cette fin de semaine aussi, un peu les faces sombres, des choses dont on n'en a pas encore du tout parlé. Comment ça s'est passé après la chute du mur, c'était pas vraiment une unification, c'était vraiment une absorption de l'Est dans l'Ouest. Les produits ont disparu très, très vite, tout simplement de la possibilité de consommation des magasins. Ça, c'est d'une part, surtout là, le Rotkäppchen mousseux, etc. Et puis, ils sont revenus plus tard sur le marché. Pour la plupart des objets quotidiens, la plupart des gens les ont tout simplement jetés. Donc là, il n'y a pas vraiment de chiffres, mais il y a Sébastien Bach qui a fait un livre très intéressant sur cette question qui s'appelle What Remains, qui a vraiment travaillé aussi sur l'histoire un peu des musées de la RDA, des collectionneurs qui sont devenus, en fait, leurs maisons sont devenues des musées ou ils ont fait des dons après. Mais cette dévaluation s'est faite quasiment, en fait, le jour J, donc demain, il y a 30 ans. Mais il n'y a pas vraiment, je ne peux pas te dire des valeurs genre vraiment monétaires en ce sens-là. Mais peut-être aussi ce qui est intéressant, et c'est ça qui revient avec les objets, et je pense que c'est pareil pour nos objets vintage, le plus important, c'est le récit qui est raconté autour. Il y a toujours une histoire qui est racontée, donc peu importe, même si c'est juste des hashtags, il y a toujours « Ah, ça, c'était à mon grand-père ». Ça, c'était la tante de quelqu'un. Et là, c'est intéressant. Uwe Vogt, que je vous ai montré, le soldat, lui m'a parlé de quelqu'un de son village qui a apparemment une collection de vieux objets médiatiques. Donc, j'aimerais bien y retourner l'été prochain pour voir un peu ce qu'il a. Peut-être ça se fabriquait passablement à Jena, chez Zeiss aussi, des choses intéressantes en termes de l'archéologie des médias, si on veut. Peut-être fouiller un peu ce côté-là aussi, mais ce n'est pas si évidemment d'accès. Ce n'était pas le projet initial non plus, mais voilà, on est sur des belles pistes, en tout cas, pour faire des croisements après dans le projet. Et dans tes collectionneurs, est-ce que c'est essentiellement des gens de l'ex-RDA qui collectionnent ou est-ce que c'est des gens aussi de l'ex-RFA? Ou est-ce qu'une partie de la fascination pour l'ex-RDA vient de gens qui y ont vécu, dont les parents ont vécu, ou est-ce que c'est aussi des gens de l'Ouest
comme toi, je dirais, Oui, c'est ça. qui ont développé une fascination pour cette chose qui leur a été, qui ne fait pas partie de leur enfance, qui fait partie d'une autre enfance d'autres Allemands qui ont le même âge plus ou Ça moins. se mélange quand même. C'est-à-dire quand même les administratrices et administrateurs de ces groupes, c'est principalement des gens qui venaient de l'ex-RDA ou qui sont nés à l'est de parents ou de familles de l'ex-RDA. Mais il y a beaucoup d'intérêt, d'échanges. Mais là, c'est juste un administrateur pour l'instant que j'ai interviewé, donc c'est pas probablement, ça ne représente peut-être pas pour les autres Mhm. communautés en ligne, mais il disait qu'il se fait contacter par gens aussi de l'Ouest qui sont fascinés par exemple par la publicité, qui du coup s'y intéressent évidemment. Mhm. Mais beaucoup, et c'est aussi ce que montre Bach dans son ouvrage, c'est plutôt le fake vintage. Donc les gens de l'Ouest en fait s'intéressent à nouveau à ces produits-là aussi pour des raisons marchandisation. Et ça, c'est un regret qui revenait beaucoup, c'est-à-dire on dit les gens de l'Ouest, ils sont venus dans nos villages et villes, tout de suite après, ils sont enrichis, ils sont repartis. Donc, c'est quand même aussi des choses D'où la comme ça. méfiance que tu Tout retrouves à fait. dans les villages. Surtout à la campagne, hein, pas en ville, ça va quand même. Ah, oui. Vous allez à Berlin, vous ne voyez pas trop la différence. Ouais. Moi, j'avais d'autres, mais il y a d'autres questions. Là. Samy, Carl, Guillaume? Juste là-dessus, rapidement, parce que tu parlais de Zeiss. C'est aussi un moment de cristallisation parce que tu parlais d'Iéna, le contact Iéna. En fait, à ce moment-là, les usines de Dresde sont prises par l'Union soviétique. Exact. Il y a un déplacement de la production, puis il y a une espèce de moment de début de la RDA où sont fabriqués des appareils qui sont uniques parce qu'après ça, Zeiss bouge sa production, puis commence à être en collaboration avec Yashica et glisse par là-bas. Et il y a vraiment un moment de lutte entre Est et Ouest, entre Leica et Zeiss, et la production à ce moment-là d'appareils qui sont en production pendant juste un an. Et du coup, tu posais, est-ce qu'à l'extérieur de l'Ouest, et ce Contax Iéna, c'est l'un des appareils Zeiss les plus recherchés, les plus cotés, parce que c'est une période de production de un an à cause de l'effervescence industrielle que produit le frottement des blocs. Exactement, donc ça c'est une piste à explorer justement par rapport à ces appareils-là. Et là justement, la citation que j'ai pas lue, je croyais que ça s'affichait, mais en tout cas c'était Martin Berthaud, dont j'ai pas trop parlé à la fin, mais qui est à Iéna et qui était là, que c'est justement aussi beaucoup de personnes à Iéna qui... il dit, je connais beaucoup de personnes ici à Iéna qui regrettent l'RDA parce qu'elles ont perdu leur emploi. Il fait référence justement à l'entreprise Zeiss dont tu parles. Et puis, je pense que ça, c'est une piste à explorer tout à fait parce qu'il y a, on va trouver aussi, vous le voyez dans le magazine, il y a eu beaucoup d'exportations en Afrique. On va y trouver en fait aussi beaucoup d'appareils là-bas en fait. C'est ce que d'ailleurs aussi Martin Berthaud racontait un peu parce que ses parents travaillaient chez Zeiss. Donc, c'est tous des pistes là. Donc, on pourrait faire des grands voyages dans le monde entier pour chasser les objets. Mais merci en tout cas pour l'indication. C'est une autre piste à poursuivre. Guillaume, relativement des questions courtes, si c'est possible. Oui, en fait, moi, je vais faire un lien très rapide avec la fameuse accroche publicitaire que tu as citée d'un jeu vidéo, donc qui pose la question, est-ce que la nostalgie peut nous guérir de la mélancolie? Mm-hmm. C'est la première fois en lecture de présentation que je fais le lien avec la dimension curative. Est-ce que les gens de la RDA utilisent une partie de leur rapport aux objets de l'époque pour... Est-ce qu'il y a une dimension curative dans ce qu'ils font, autrement dit? Le rapport qu'ils ont vécu à l'époque, c'est de l'ordre... Ce qu'ils ont vécu, c'est de l'ordre... Il y a quelque chose qui s'est brisé dans le rapport social à cette époque-là. Il y a eu des deuils immenses à faire, il y a eu une brisure, une cassure. Est-ce que la mélancolie qui a émergé autour de ce qu'ils ont vécu à l'époque est réparée ou est-ce qu'ils utilisent les objets ou leur nostalgie pour se prémunir ou se guérir de cette chose? Okay. Je te répondrai en 2 temps parce que je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça, mais je vais essayer d'en faire 2 courtes. La première, c'est que oui, alors ce qui surtout, ils disent, on ne regrette pas la RDA, mais on regrette la solidarité que ça a pu créer le manque. Donc ça revient beaucoup dans les entrevues, mais aussi en ligne. Donc vraiment, en fait, que par la nécessité qu'il n'y avait pas grand-chose, surtout en campagne, parce que Berlin-Est, c'était quand même le luxe en comparaison. Et là, en effet, cette réappropriation comme ça du passé permet en fait un peu d'adoucir le capitalisme qui est arrivé trop vite pour les anciennes générations dans tous les cas, donc oui. Mais ce n'est pas unique. C'est un cas très spécifique, la ex-RDA. Et aussi, quand des collègues qui travaillent davantage sur la yougo-nostalgie, sur la nostalgie post-soviétique, ça revient beaucoup. Donc, c'est pas... Donc, ça, c'est assez spécifique à ces exemples-là. Mais ce que les collègues chercheurs, justement, du réseau dans lequel on travaille montrent, c'est que la nostalgie, oui, permet de surmonter les crises du temps présent. Elle est assurante, donc elle peut être dangereuse
quand elle est régressive, c'est-à-dire quand on veut restaurer le passé tel qu'il était. Donc, on peut citer la fameuse phrase « Make America Great Again ». Donc, l'abus politique de cette question-là. Mais aussi, elle peut vraiment adoucir à un moment donné, ou ça aussi dans le temps du deuil, il y a beaucoup de recherches sur justement sur le deuil et sur la mort, où en fait la nostalgie permet aussi d'aller mieux en quelque sorte pendant un laps de temps, aussi de se projeter dans l'avenir. Et ce qui est intéressant parce que c'est des collègues psychologues spécialistes de la nostalgie à Southampton qui travaillent sur ça, que psychologiquement, c'est la nostalgie constructive d'un point de vue individuel. D'un point de vue collectif, parfois, ça peut être dangereux. Moi, je le résume là, mais c'est beaucoup plus complexe, évidemment. Et ça renvoie, en fait, aux origines historiques de la nostalgie. Et là, c'est intéressant. Je vais être très court sur ça aussi, mais j'espère que ça répondra. Et peut-être aussi comme... je pense que ça traverse un peu les recherches en général sur rétro-vintage, nostalgie, mélancolie. C'est qu'historiquement, c'était vraiment le mal du pays. Et en 1688, c'est Johannes Hofer en Suisse qui a créé la notion à partir de l'étymologie grecque, et qui désignait en fait le mal du pays des mercenaires suisses qui partaient de chez eux, donc les gens qui partaient en guerre. Et comment ils mouraient en fait, il y avait des signes vraiment physiques, des symptômes, et ce qui les faisait guérir, c'était la promesse de rentrer, donc l'imagination un jour de rentrer, de rencontrer des personnes qui parlaient le même accent, donc il y avait déjà l'aspect communicationnel qui soignait, et puis ça on le retrouve en fait parmi tous les immigrés aussi. Et évidemment aussi la question en fait des images ou des chansons. Donc le Ranz des vaches, exactement. Le Ranz des vaches, exactement. Aussi la musique en fait qui permet à nouveau de se transposer virtuellement dans l'espace et qui nous rapproche en fait des racines. Donc vraiment l'espace-temps. Et là on revient vraiment aux origines même de la nostalgie en tant que telle. Et intéressant aussi, c'est que nostalgie et mélancolie historiquement étaient liées dans le discours médical. Et puis, la plupart d'entre vous le savez, donc voilà, mais qui est sorti du discours médical parce qu'on ne savait pas quoi en faire médicalement, en fait. Puis, donc, c'est là où la mélancolie, la souffrance du temps présent, donc la bile noire est restée très proche de la dépression, et la nostalgie est partie dans la culture populaire. Puis, c'est André Bolsinger, psychanalyste, qui a écrit sur ça. Ça s'appelle l'histoire de la nostalgie, si vous y intéressez. Hein. Donc, c'est pas moi qui a fait toutes ces belles trouvailles. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, mais... Tout à fait. Ouais. Micro-question, peut-être l'autre de sens. Est-ce qu'il y a une nostalgie de la RFA? Oui. Ça s'appelle Vestalgie, d'ailleurs. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais elle ne désigne pas l'avant, ce n'est pas la séparation, mais très simplement se réfère au fait que l'accélération sociale l'a trop emporté. Donc, c'est plus aussi un sens vers la détox. Donc plutôt les produits de la culture populaire, mais c'est pas politique au sens qu'on veut reconstruire le mur, la vestalgie. Ouais. Donc elle est plus par rapport au passé en tant que tel. Ouais. Mais le fait qu'il y ait une coupure de la RDA versus une certaine continuité de la RFA, est-ce que ça s'articule différemment d'un côté et de l'autre aussi? Il y a une certaine vestalgie qu'on peut trouver dans Dark, par exemple. Je ne sais pas, c'est pour celles et ceux qui ont vu la série. Mais non, il n'y a pas comment dire? C'est pas du même ordre de la nostalgie, en fait, pas du tout. Je pense que c'est peut-être aussi juste une façon de dire qu'on est peut-être des deux côtés, parce que les deux côtés existent, entre guillemets, surtout encore dans les anciennes générations. Moi, je ne dis pas Est et Ouest, je le dis là, dans le cadre de la recherche, parce que les gens y reviennent beaucoup, mais les très, très jeunes, en fait, n'en parlent pas autant que ça. Donc, ils ont 20 ans, là. Ils ne savent même plus s'ils sont à l'Est ou Ouest parfois, donc ce qui est une bonne chose aussi parfois. Mais je pense que c'est plutôt vraiment aussi la constatation que notre système capitaliste n'est pas si beau ce qu'on pensait après la chute du mur. Et ça, vous allez, je pense, l'entendre beaucoup dans les jours qui viennent. Là. Qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de déceptions, mais là, pour le coup, des deux côtés. Donc, ouais. Donc, la nostalgie est plus liée à ça, je pense. Mais qui rejoint, je pense, une nostalgie peut-être généralisée pour un temps qui va un peu moins vite. Et même le slow motion retombe dans l'accélération sociale et le capitalisme aussi. Hein. On nous fait détoxer pour mieux travailler après. Donc, c'est peut-être pas non plus l'idée derrière. Mais, ouais. Merci, Catherine. Merci pour vos questions.